Alors, je suis avec à côté de moi le metteur en scène de L'homme qui rétrécit, Yann Kounen. Et j'ai une question comme ça, un peu générale. Euh, qui parmi vous a vu le film? Voilà, c'est bien. Bah, les autres, faudra le voir, hein. Euh, Et, et qui a vu le film de 1957 de Jack Arnold? Les mêmes plus deux, ok. un petit peu, pas tant que je croyais. Ah, voilà. Alors, Yann Kounen, bon, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est connus. Tu débutais pratiquement, tu faisais des courts-métrages. Après, tu as fait le Doberman, après 89 francs. Après, on va pas faire la filmographie, parce que la filmographie d'Yann Kounen, il a un truc extraordinaire, c'est qu'il est divers. Il a fait plusieurs sortes de films. Igor et Coco, ça n'a rien à voir avec. C'est un cinéaste évolutif. C'est pas un cinéaste comme on dit de genre. Euh, c'est quelqu'un qui prend des projets qui a à cœur. Il prend le temps nécessaire. Attention, hein. Et puis, pourquoi on est là autour de l'homme qui rétrécit? Bah, c'est parce que, et on va lui demander. C'est un livre célèbre que peu de gens ont lu d'ailleurs. Je le découvre avec le temps. Qui a lu L'homme qui rétrécit? Le livre. Qui a lu le livre? Ouais. Ah ouais, ça se réduit encore. Ok. C'est un livre qui est pas tout seul, hein. Il y a eu avant Léon Groc chez les microbes, qui était pas si loin. Il y a eu plein d'autres romans proches. Il y a eu Brick Bradford, Luc Bradfer, qui voyage dans une pièce de monnaie. Il y a eu, oui, il y a eu le Jardin fantastique, bande dessinée de Raymond Poivet, qui se passait dans un potager. Donc le thème de l'homme qui rétrécit, tout comme l'homme de la femme, l'histoire de la femme géante d'ailleurs, le changement de proportion, c'est un thème éternel. Et moi, j'ai une question personnelle à Yann Kounen. Je sais qu'il a lu le roman, je sais qu'il a vu le film de Jack Arnold, et je vois qu'il a fait un nouveau film de l'homme qui rétrécit dans un pays qui est un peu rebelle à la science-fiction. C'est pas vrai qu'il est rebelle, hein. Il y a toujours des films de science-fiction français, mais on dit que c'est des exceptions. Toujours, même s'il y en a trois en 10 ans. Alors la première question, c'est comment tu te trouves, Yann, à décider un jour de faire l'homme qui rétrécit? Voilà. J'ai pas décidé, j'ai accepté. Parce qu'en fait, j'avais renoncé à l'idée de développer des projets un peu lourds de fantastique ou de SF en France, parce que le système n'est pas friand de les produire, c'est toujours très difficile à financer. Moi, tous mes premiers courts-métrages étaient des films fantastiques, je voulais toujours faire un film fantastique. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu du fantastique dans mes films, hein, comme dans Blueberry. Mais j'avais renoncé. Je me disais, je ferai pas de film fantastique et tout va bien. J'ai eu quand même beaucoup de chance. J'ai fait des films. J'ai pu faire des films. C'est très compliqué de faire des films, et encore plus aujourd'hui. Donc, j'avais renoncé. Et là, Alain Goldman m'a appelé, avec qui avait produit 99 francs. On a déjeuné. Il m'a dit, est-ce que tu connais le film de l'homme qui rétrécit? Donc moi, je l'avais vu 11 ans à la télévision. Et c'est intéressant parce que c'est un film quand même mythique et culte, mais je l'ai pas revu. Et je l'ai pas intégré dans ma vidéothèque d'influence, on va dire vraiment. Or qu'en fait, il était très présent puisque au déjeuner, j'ai pu redérouler tout le film. Je l'ai vu une fois à 11 ans quand même. J'avais pas lu le roman de Mathewson. Euh, donc j'ai vu la potentialité de repartir. Alors le désir de repartir du roman, de faire une nouvelle adaptation. Puis on pouvait aussi appuyer sur aussi les notions de remake, puisque c'est Universal qui avait la chaîne des droits. Il avait les droits, il avait un scénario. Donc j'ai lu le scénario, j'ai fait des propositions sur le scénario de réécriture. Et j'ai lu le roman, bien sûr, de Mathewson. Il y a eu même des idées qui viennent du roman. Alors, il y a des idées que je suis allé chercher dans le roman, que n'avait pas pu faire Jacques Arnold. Je pense aussi une question d'époque, comme la présence de sa fille, qui est essentielle dans le roman et dont il reste que la maison de poupée dans le film de 57. Mais
Donc voilà, j'ai fait une sorte j'avais tellement bon matériel. C'était vraiment très agréable parce que le thème est tellement fort. C'est Jean qui voulait faire le film. Hein. Le film n'existe, il faut lui rendre hommage qu'à lui, parce que lui, il a le pouvoir de dire je veux faire ce film, et le producteur dit si Jean veut le faire, je vais pouvoir le financer, donc je vais chercher à passer un accord avec Universal. Si moi j'étais allé à un bureau de producteur avec on fait l'homme qui a rétréci, il m'aurait dit ouais, c'est super. Et puis ça se serait arrêté là. C'est aussi comme ça que marche le système. Donc, donc à partir de là, dans ce film, voilà. Donc là, j'ai commencé, si tu veux, voilà comment j'ai rencontré le truc. Et puis j'ai commencé à travailler sur ce projet à ce moment-là en me disant c'est dingue, si on arrive à le faire, ça serait incroyable parce que d'abord, pourquoi c'est un cadeau pour un metteur en scène? Parce que c'est une très belle histoire. Vous partez d'une belle histoire c'est un fondement du fantastique, c'est culte cette histoire. C'est des belles idées de la littérature fantastique qui peut très bien s'adapter au cinéma. Arnold l'a prouvé. Et puis à partir de là, voilà, on a travaillé. Après, c'était plus compliqué, hein, mais c'est resté joyeux. Mais voilà la rencontre en fait. Ça a été quelque chose qui est arrivé il y a 2 ans. C'était au moment de Cannes. En fait, au moment du festival de Cannes, il m'a appelé en me disant est-ce qu'on peut déjeuner mardi? Je dis mardi, je suis pris. Il dit alors je décale mon vol pour Cannes et on déjeune mercredi. Je dis si il décale son vol, c'est qu'il veut partir avec une réponse. Tu vois, c'est qu'il veut aller déjà monter le projet, donc il va me proposer quelque chose. Mais le problème, c'est que voilà, souvent on propose quand même des choses et puis vous dites est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi. Voilà. Et je m'attendais pas à ça. Et après, c'est quand même allé très vite finalement pour un film de cette ampleur. Mais le déjeuner m'intéresse, moi. Donc il arrive. Est-ce qu'il attaque bille en tête? Comment ça se passe? Est-ce qu'il te dit tu veux faire l'homme qui rétrécit ou est-ce que tu n'aurais pas envie de faire un film qui serait peut-être de la science-fiction ou un film avec Jean Comment ça se passe? Non, c'est très simple. On s'assoit, on commande. C'est un très bon restaurant, donc voilà, on commande. Et puis là, ça va? Oui, ça va. Oui, ok. What's up? Parce qu'on est parfois avec les producteurs, il y a des périodes où vous montez des projets, ça se fait pas, où il y a voilà. Donc j'étais pas je l'avais pas rappelé depuis 10 ans, lui, par exemple. Mais bon, on avait une très belle expérience avec 99 francs, ça avait été bien. Puis après, il y avait d'autres choses. Après, on a des projets qu'on développe qui se font pas, qui vont faire, voilà. Donc bref, et j'attendais, mais tu attends avec un sourire. Toi, tu te dis, je vais bien manger, voilà. Et après, je vais écouter attentivement. Et puis il m'a dit tout de suite, il m'a dit, voilà, est-ce que tu as vu L'homme qui rétrécit? Je dis, oui, j'ai vu. Qu'est-ce que... Bah écoute, Jean et moi, on va faire L'homme qui rétrécit. On a un scénario, c'est super, c'est machin. Je dis oui, c'est super. Je te raconte l'histoire. J'avais raconté l'histoire que j'avais pas vu, tu vois. Ça a commencé comme ça. Déjeuner a duré 1 heure. J'ai dit bah super. Voyez-moi le scénario. Et alors après, ce qui était intéressant, si tu veux le dérouler de point de vue de l'écriture, c'est qu'après, j'ai lu le scénario qu'avait écrit Chris Desland et qui avait écrit aussi avec des idées de gens et il savait en fait ça devait 6 mois qu'il devait passer à plein de choses. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Tu sais, il y a plein de choses dans le film, dans le film d'Arnold et dans le roman où tu peux dire tiens avec le monde moderne si on va dans cette direction, si on fait quelque chose de contemporain. Et il y avait plein de bonnes idées comme le début par exemple, l'événement. Quelque chose qui est purement un phénomène météorologique très étrange, mais c'est un peu une main divine ou de la nature qui vient un peu poser la chose. Mais par contre, c'était trop bavard. Il y avait trop de temps, trop de choses à un moment donné. Et dans la cave, voilà. Donc moi, je suis allé j'ai retravaillé avec. J'ai pas retravaillé, j'ai réfléchi. Parce qu'après, j'avais un dîner avec Jean et avec Alain. Et on avait un dîner et j'ai dit, voilà, moi, mon idée principale, j'ai donné une série d'idées. Et l'idée principale, c'est de pas faire l'homme qui rétrécit, mais l'homme qui vit dans un monde qui s'agrandit. Donc, c'est une idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va réduire, on réduit avec lui, nous, l'équipe, et on va suivre son aventure. Dans le film de Jacques Arnold, dans le film, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est une preuve de concept. Sauf une scène
où on voit sa femme et son frère qui sont à l'échelle normale, on voit la suite de leur vie. Et moi, je me suis dit, ça peut être évité. C'était en 57. On peut, quand il peut plus les voir, la porte est fermée, on les entend, mais on reste avec lui. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est le concept. Voilà. Comme ça, je le fais. Alors, au début, c'était pas, il me trouvait peut-être un peu trop radical sur des choses. Et puis on a mangé. Puis je dis, en fait, les gens m'ont dit, mais tu veux pas tourner ce scénario-là quand même, c'est super et tout. Et j'ai dit, bah, non, moi, c'est cette idée-là, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, on va bien manger. C'est très sympathique. Et pendant le repas, ils ont un peu picolé, mais juste 2 verres de vin, hein, mais juste ça a détendu le truc. Et moi, je bois pas d'eau, mais moi j'étais bien, je bois de l'eau. Et je vois Jean qui à un moment il se tourne et il me dit, en fait, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison, il faut faire ta direction. Et moi, j'étais parti pour rentrer chez moi et passer à autre chose, hein. Même si c'était très agréable de les voir, mais le cinéma, c'est un truc, à un moment donné, lui, il va dire, je veux faire la chose comme ça, toi, tu dis oui, non, moi, je veux le faire comme ça, il dit oui, non. Puis après, c'est un gros bordel, donc il y a des décisions importantes, il faut être sûr qu'on est d'accord. Et donc, il me dit ça. Je pense que l'ivresse un peu du vin a permis de percevoir la proposition. Tu vois, qui moi était un peu pas de l'ivresse du vin, mais l'ivresse de mon imaginaire, on va dire. Tu vois, et donc là, on est parti. Et après, donc je suis reparti en me disant, ok, super. J'attaque et j'ai commencé à écrire le film, à retravailler le scénario. J'ai fait des réunions avec Chris et puis j'ai commencé à dire, tiens, je prends ce bout du scénar. Laisse-moi la cave. J'attaque. Et toi, fais ce bout-là et tout. Et je suis parti à Annecy où j'étais jury au festival d'Annecy, donc j'avais des projections. Mais en fait, tout le temps, j'essayais de m'échapper dans une chambre d'hôtel pour écrire parce que le compteur avait déjà commencé à tourner. Et c'était très agréable. C'est toujours agréable d'être, par exemple, dans un festival et dans le mouvement ou dans un train et d'avancer sur le projet. Voilà comment a commencé ça. Et donc, c'était il y a 2 ans. Donc, en mai, puis après, c'est en juin, je crois, le festival d'Annecy. Ouais. Voilà. Là, le début de l'histoire. Voilà. Alors, moi donc, j'avais un souvenir assez flou du roman. J'avais un souvenir assez fort du film de Jack Arnold, même si Jack Arnold, ce que je préfère chez lui, c'est les polars. C'est un maître du polar sec. Mais j'avais un beau souvenir du film, mais relativement flou. Et j'ai vu le film de Yann, et je me suis dit, ah, c'est marrant parce que c'est pas du tout le même film. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, c'est pas un roman de science-fiction, c'est presque une histoire théologique. C'est-à-dire que la taille intérieure ou extérieure d'un humain par rapport au monde autour, pour moi, c'était presque un truc philosophique, hein, presque voltairien, presque swiftien. Bah oui, Swift, bien sûr. Et j'étais très surpris parce que j'ai revu après Jack Arnold. C'est pas du tout le même film. C'est pas du tout le même film. Et puis là, j'ai réalisé, et ça m'intéresse beaucoup personnellement, que leur parti pris, alors je veux pas vous dire, hein, par rapport à la manière dont c'est tourné, d'abord, il y a un parti pris, bon, il l'a dit quand même, c'est qu'au départ, il y a un phénomène météorologique, mais qui nous resitue par rapport à la vastitude du monde, avant qu'on se referme sur une maison puis sur une cave. Mais je me suis dit, oh là 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 là, ça a dû coûter bonbon, parce que le Jack Arnold, c'était fait avec 3 francs 6 sous, un chat, toujours, il y a un chat. Voilà, si vous aimez les chats, c'est très bien. Si vous n'aimez pas les chats, ça devrait vous plaire aussi. Et je me suis dit, mais ça a dû être un très gros budget avec beaucoup de gens qui ont travaillé avec une très grosse équipe. Et j'aimerais que tu m'expliques ça parce que, bon, je vais dire quand même, il y a des décors ahurissants, des vrais décors, hein, pas des effets spéciaux à la con, des décors. Bien sûr qu'il y a des effets spéciaux qu'on nécessaires, mais des décors, waouh. Alors le chat, puisque tu parles du chat, nous c'était une super production pour le chat avec Jacques Arnold. Ils avaient 40 chats et nous on avait un chat.
Donc voilà. Dans ce département, on était beaucoup plus petits. Mais alors, tu découvres des choses. Avant de parler des décors, juste parce que tu as quand même parlé du chat, donc j'attrape le chat. Notre chat était super. Hein. Et ceux qui verront le film, ils ronronnaient tout le temps parce qu'il adore jouer. J'ai gardé le ronronnement puisque, en fait, à une certaine époque, la menace du chat dans le Jacques Arnold, le chat, il fait comme ça, il est agressif. Mais ça, on est en 1957, tu as le droit de tordre le cou un peu d'un chat, de lui faire peur, de le piquer, de le maltraiter pour avoir l'expression, ce qui est absolument impossible aujourd'hui dans un film. Donc, et c'est très bien, hein, on est d'accord. Et donc, soit tu le fais en CGI, soit le vrai chat, eh ben, il joue. Donc, il ronronne, il joue, mais en fait, c'est la même chose. Et je trouve que c'est la réalité, en fait. Un chat, s'il va voir une petite souris, il va pas faire la souris, il a pas peur. Tu vois, donc c'est intéressant de voir la mémoire que tu as avec quelque chose qui t'impressionne, mais qu'en fait, qui est pas du tout réaliste. Voilà. Et donc, comme on avait ce chemin-là, dans les décors, là, il faut que je parle un tout petit peu de technique. Attends, moi je voulais rester sur le chat un peu parce que c'est comme La Scie Chien Fidèle ou c'est comme tout ça, etc. C'est comme plein de films. C'est comme le chat de Breakfast at Tiffany. Il avait plein de doublures et c'en est un qui a joué tout le temps. Les autres, ils étaient pas bons. Alors, combien vous aviez de chats pour jouer le chat? Un. Voilà. Donc, le chat, il est comme l'humain, hein, il est comédien ou il l'est pas. Attention, le mien a fait 6 films. Ah oui, non, mais c'est une star. C'est une grosse vedette. Il est d'une précision parce que ceux qui verront le film ou ceux qui l'ont vu, il y a des scènes qui sont tournées avec le motion control, donc c'est-à-dire que vous allez filmer un acteur, en l'occurrence un chat, dans un mouvement de caméra qui est déclenché. On ne suit pas le chat. Le chat, il doit être d'un endroit à un autre. Vous lancez la caméra et vous lancez l'action du chat. Et le chat, il l'a fait. Ah ouais. Et donc le dresseur est très bon hein, aussi. Voilà. Mais c'est très intéressant. C'était très intéressant. C'était ma angoisse parce que j'avais quand même dans ce film un chat et une fille qui avait 9 ans ou 10 ans et qui devait jouer pareil avec les mêmes contraintes de motion control. Il y a une scène dans la maison de poupée où en fait quand elle va tourner, elle tourne, elle a une caméra qui va bouger. Et elle doit réagir à un point. Son regard, c'est devant, sous l'objectif, et elle doit réagir à quelque chose qui se passe, qui a été filmé avant avec l'acteur dans une maison de poupée à Grandis, qui est un grand décor, tu vois. Et donc, il y a des contraintes techniques complexes pour ces deux acteurs principalement. Parce que Jean n'a pas eu trop. Mais tu me fais penser à un comédien qu'on a un peu oublié, mais que j'aimais beaucoup, qui était Jean Carmé. Et Jean Carmé me disait, comme comédien, je me débrouille quand même. Hein, avec mon copain Mariel, quand même, on est des bons. On n'est pas beaux, mais on est bons. Il disait, il y a qu'un truc que je crains, c'est les animaux et les gens qui jouent pour la première fois, parce qu'ils sont spontanés. Il dit après, quand le gamin apprend à jouer, je l'écrase, hein, parce que je suis un bon comédien. Il dit mais les gamins et puis les animaux, ils sont spontanés et ben on peut pas faire mieux. Petit aparté. Alors, on peut y venir maintenant à ces décors hallucinants. Enfin, il y en a un surtout, moi, qui m'a... Alors, je vous dirais pas lequel, je me suis dit, waouh, 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 ils ont dû dépenser beaucoup d'argent. Lequel L'escalier. Ah oui. Alors, non, en fait, voilà. L'escalier, on n'a fabriqué qu'une seule marche. En fait, je vais vous expliquer, parce que là, l'escalier, dans la bande-annonce, on peut en parler. L'escalier et la cave. Le décor principal, moi, je parle par rapport aux événements qui se passent quand il est réduit. C'est la cave. Et donc, on a fabriqué ça comme un décor. Et ensuite, donc il joue à l'échelle 1, hein, on voit le personnage qui descend, donc c'est ce décor. Mais ensuite, il va réduire. Donc ça va devenir le décor dont on va servir pour les fonds. Donc, pour que ce soit réaliste, j'avais moi besoin que ce soit pas de l'image de synthèse, hein, que ce soit un vrai décor filmé, mais comme une maquette par le motion control. Et donc, ce qu'on a fait, le principe du film général, c'est que l'acteur est filmé avec de la liberté, on va dire. Je pourrais faire un plan à l'épaule, le suivre, voilà. C'est pas servi par une machine qui va faire un mouvement dans lequel l'acteur va devoir s'intégrer. Et
et le mouvement est détecté, calculé, reproduit le mouvement exact qu'a fait la prise, chaque prise. On en choisit une, donc j'ai dû faire le montage pendant le tournage, parce que j'avais le droit de choisir qu'une seule prise par plan. Cette prise était traquée en direct, mais améliorée dans un système de post-prod. Donc quelques jours après, quelqu'un avait remis exactement le track du plan par rapport à une référence décor. Si par exemple, Jean était ici, enfin le personnage Paul était ici, s'il monte sur la casquette, il faut que je fabrique la casquette et je fabrique la partie de la table sur laquelle il va marcher. D'accord ? Mais tout le reste, vous tous, si par exemple le plan est vu d'ici, c'est un fond vert. Donc là, j'ai un bout de table, une casquette, et voilà. Mais après, il faut que l'équipe vienne dans la salle avec les gens, filmer le même plan que j'ai fait moi à l'échelle 1. Le mouvement est réduit, mis dans une machine, un autre capteur plus petit, et on va faire... La caméra va reproduire exactement le même mouvement du plan. Et les deux vont être assemblés. Donc le fond est réel, la cave a été tournée comme ça. Donc l'escalier, j'avais le sol, une marche. Et quand je fais un travelling vers lui, je fais le travelling dans mon décor sur cette marche, il est enregistré, et dans la cave, il creuse le sol, c'était prévu, et ils font un plan qui fait exactement tout le mouvement. Et tous les plans sont faits comme ça. C'est incroyable. La réaréosone, tu vois. C'est incroyable parce que, justement, pour moi, les effets spéciaux, ils étaient, depuis réaréosone, image par image et tout ça, je disais qu'ils étaient très vite démodables. Parce que les premiers effets spéciaux, les trucs comme ça, chaque fois qu'il y a un film 5 ans après, en disant ça marche pas, on voit bien que dans les tribunes, tous les mecs sont immobiles ou qui bougent tous pareil et tout. Et là, je vous jure que l'escalier dont je parle, ceux qui n'ont pas vu le film n'ont pas besoin de savoir plus, je me suis dit, mais comment ils ont fait cet escalier gigantesque qui est grand comme à peu près, jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. Et en toute sincérité, si vous me demandez là maintenant, je vous dirais, putain, toutes ces marches, il y a des menuisiers qui ont travaillé 2 ans. Et c'est pas... Alors c'est marrant parce que c'est pas un effet spécial démodable. Parce que je pense que dans 2 ans, les marches, qui n'est qu'une marche après neige, la marche, elle sera toujours là. Elle est simple. En fait, je crois qu'il y a des premiers mecs qui avaient utilisé les effets spéciaux. C'est pas du tout un film de mec de fantastique et de science-fiction. C'était Pinotto. Pas Pinotto le vieux, Pinotto le jeune. Alors, on lui dit les effets spéciaux, tout le monde dit que ouais, on pourra faire des vampires qui volent et tout. Et Pinotto dit bah non, on pourra prendre des villes comme Amiens et enlever tous les câbles électriques et refaire la ville au Moyen-Âge. Alors tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant les effets spéciaux, c'est pour faire du grandiose. Il dit non, c'est pour supprimer l'antenne parabolique qui est au 3e étage. Et ben, quelque part, ce film, avec des effets spéciaux, rejoint cette théorie-là, c'est-à-dire que c'est des effets spéciaux qui ne brillent pas par leur célérité, leur vélocité, leur gigantisme, mais par un côté totalement quotidien, parce que j'ai l'univers entier, après j'ai la maison, après j'ai la cave, et la cave, je peux vous dire que j'y ai cru. Ceux qui sont obsédés par le vin et tout ça, c'est pas du tout un film sur les caves avec les grands crus. Hein. On n'a pas, ils sont pas sponsorisés par Pessac ou non, non pas du tout. Alors moi j'ai été fasciné par les personnages. Alors ouais, il les a changés, ok. Il y a sa femme, ok. Il y a le frère, ok. Et il y a la petite fille. Et c'est marrant parce qu'on a chacun sa réaction. Je connais une autre personne qui a vu le film. Je lui dis, ouais, moi perso, sa femme, comme elle s'en va, comme elle abandonne, alors que sa petite fille, moi je trouve qu'il est plus costaud. Il dit, ouais, c'est ta version, mais je veux dire, j'y ai vu une étude de caractère. Alors c'est marrant parce que les films de fantastique que j'aime, moi, plutôt les films de science-fiction, de fantastique que j'aime, il y a toujours une part d'humanité. Et j'ai été, alors je sais pas d'où elle sort, la petite fille de 2 ans. Bon, on peut trouver une petite fille de 2 ans qui est parfaite parce qu'elle a 2 ans, mais une petite fille de 10 ans, c'est ça. Pour moi, c'est une révélation. Je trouve qu'elle a quelque chose. C'est comme si je me trouvais face à Léon la première fois, quoi, en me disant c'est qui la gamine qui est entre les deux monstres là. Je trouve comment vous avez fait pour trouver
actrice, parce qu'à 10 ans, elle n'est pas actrice. Est-ce que ses parents... Si, elle est actrice. Ah, alors. Elle a fait déjà plein de films. Moi, je connaissais pas, parce que c'était plutôt des téléfilms. Je crois qu'elle est dans Natacha, hôtesse de l'air, par exemple, qui est sortie il y a pas longtemps, quoi. Et elle est aussi à l'aise dans la comédie que... Et en fait, on fait un casting. Donc, c'est les casting directeurs auquel tu ouvres les portes. Et tu dis, voilà, je cherche juste, voilà l'âge, voilà les parents. On s'en fout de la ressemblance, mais un peu quand même. Et puis, voilà ce qu'il y a à jouer et allons-y. Et toi, tu regardes des vidéos et des vidéos alors, c'est aucun d'un acteur professionnel puisqu'ils sont à l'école, ils sont au collège. Mais et dans le lot, tu en vois plusieurs, tu en repères, on va dire, 3 ou 4, qui ont chacune des couleurs différentes, une plus mystérieuse, mais plus introvertie, mais vachement intéressante. Et comme je faisais un film qui était aussi une coproduction belge, j'ai casté à la fois en Belgique et en France. Donc je recevais des cassettes de Belgique, de France. Et à un moment, on fait une sélection, je regarde et je dis, écoute, moi, ça m'intéresse de revoir ces 3-là, ces 4-là, sur... Et là, tu rencontres et tu fais des petits essais. Tu vois, voilà, tu les filmes, tu fais des essais. Et là, j'ai fait les essais tout de suite avec Jean. Il est venu, je dis, écoute, on a 4 callbacks. Faut qu'on choisisse ensemble. De toute façon, c'est très intéressant de voir l'alchimie d'un acteur. Un acteur seul, c'est une chose. Là, tu fabriques une alchimie. Donc, Marie-Josée et Jean sont venus et ils ont joué dans un appartement, 3 ou 4 scènes comme ça du film avec elle. Et à la fin de ces essais, on s'est regardé, on a dit c'est elle, parce qu'à la fois Jean lui demandait un truc, à la fois on fait exprès, on pousse un peu, on redescend un peu, on voit. Il est bon de noter tout ça avec délicatesse, mais il est bon de noter, de voir l'espace de communication qu'on va avoir. Parce que parfois il y a quelqu'un qui arrive, c'est complètement sa nature, et elle va donner quelque chose qui est très juste par rapport à cette scène. Mais dans une autre scène, on va dire, elle est dans un mood différent. Et donc, il faut le vérifier. Donc, parfois, on va pas refaire une autre scène, on va se servir de cette scène en disant non, mais voilà, imagine maintenant que la fin de cette scène, c'est ça. Donc, tu vois, on va mettre de la joie dedans. On va trouver une façon de mettre de la joie. Et là, tu regardes la justesse, les rythmes, tu vois les différences, tu vois le rapport, voilà. Et là, le choix, il s'est fait sans aucun problème enfin voilà, c'était unanime en fait. On s'est regardé à la fin. Il y en avait encore une, je crois, qui passait après. On l'a tournée dès les premières minutes ou secondes de son interprétation. On savait qu'on le faisait par politesse qu'on avait choisi. Et bon, pareil, parce que c'est pas un film avec 10 000 Cosaques. Hein. La mer, sur laquelle j'ai une opinion. Et comme je disais, j'ai d'autres gens qui ont une autre opinion. Alors c'est marrant parce que elle disparaît assez vite, la mer, donc ça permet d'avoir des opinions différentes. La mer, vous la trouvez comment même système? Non, là c'est encore plus simple. Ça commence par. En fait, moi, je fais des castings. Quand j'avais rencontré Jean, tu vois, dans 99 francs, j'avais moi casté le reste de l'équipe. Et parfois, tu te dis, t'intègres pas. Alors Jean n'était pas encore la vedette qu'il est aujourd'hui, mais tu intègres pas forcément le comédien principal. Tu lui montres, tu dis, je pense que lui, c'est bien. Puis j'avais choisi des Charlie, c'est le personnage qui joue avec lui, son tandem artistique dans 99 francs. Et il voit les essais, non. Et je dis, il va être difficile. C'est plus compliqué que ça. Non, regarde, tu devrais essayer Jocelyn Quivrin. Et avec mon casting, on y a pensé, je le connaissais un peu, Jocelyn, mais je dis, tu crois? Et j'ai essayé, et j'ai jamais joué avec lui, mais je pense qu'il pourrait être un très bon Charlie. Et j'ai fait des essais avec Jocelyn et c'était super. Et c'est Jocelyn qui joue Charlie dans 99 francs. Et c'était évident. Et en fait, il avait senti qu'il pourrait avoir une complicité sur le plateau, dans la vie, avec Jocelyn. Et ça, c'est un atout pour un acteur, parce que cette complicité, elle va exister à la pellicule. Enfin, sur la pellicule, dans le film. Donc, ça fait partie de l'acteur va essayer, s'il peut, de s'appuyer sur quelqu'un avec qui il y a une alchimie. Et s'il n'y en a pas, il sait qu'il va devoir ramer. S'il doit tomber amoureux d'une actrice qu'il ne supporte pas dans la vie, c'est plus compliqué, par exemple, dans le film, s'il doit faire ça. Et Marie-Josée, ils avaient fait un film ensemble, il m'en a parlé assez vite.
parce qu'on cherchait d'autres actrices et moi j'étais assez j'étais moi sur mes problèmes de taille, de décor, de rétrécissement. C'est le casting, j'ai retrouvé. La petite fille c'était important, il y avait Jean et on va trouver. Et puis des fois il faut donner à ses producteurs et à une autre partie de l'équipe qui va financer le film aussi des choses à faire parce que c'est bien que ce soit vous qui choisissiez, mais pas qu'on ait à tout proposer, quoi. Et c'est Jean qui est venu en me disant, et Marie-Josée Croze, et je me dis, c'est une bonne idée parce que elle a une dureté, une intensité, donc elle va bien avec le genre de film et elle va bien traverser la situation. Elle a de la force, donc elle va se poser en personnage parce que une fois que le personnage est écrit, le personnage féminin, il peut être plus romantique, ça peut être tu vois, ça peut être plus mélo. Moi, par rapport au film, c'est pas ça l'histoire. Je peux pas abandonner deux personnes et déplacer les rapports. Il peut pas penser à la fois à sa fille, à sa femme. Bien sûr qu'il pense à sa femme, mais il fallait des priorités. Et donc, j'ai rencontré Marie-Josée et il se trouvait qu'elle c'était un film culte pour elle. Au Canada, il passe tous les ans à la télé, contrairement à la France. Et voilà. Donc j'ai vu personne d'autre pour ce rôle. Quand moi ça m'allait, je l'ai regardée, je me suis dit, elle va être bien, elle a un visage fort, elle est intense, elle est un peu froide, mais c'est bien. Parce que voilà, je voulais pas forcément aller dans cette dimension-là. Il y a juste un rapport d'échelle dans une scène d'amour, mais qui est là pour le rapport de tactile. Et qui a un rapport avec l'échelle et voilà. Voilà comment j'ai casté les acteurs. Alors après, moi j'allais dire, parce que pour moi le cinéma c'est quand même une industrie où il y a plein d'intervenants. Je me dis, au niveau de l'équipe technique, par exemple du directeur de la photo, des cadreurs, de tout ça, est-ce que toi tu as une équipe habituelle à laquelle tu reviens? Comment tu fonctionnes? Ça dépend dans quel pays je tourne. Voilà. Déjà. Parce que par exemple, quand je tourne à l'étranger, j'aime bien. Je peux pas mener tout le monde. Après, d'abord, tu ne peux pas totalement choisir ton équipe. C'est-à-dire qu'en fonction de la production et de la coproduction, il y a des accords. Donc, tu vas savoir que si tu vas tourner, là, on a tourné en Belgique, il faut que tu aies une équipe belge. Bien sûr, tu peux amener des chefs de poste, mais pas forcément tout le monde, parce que c'est des quotas, des crédits d'impôt, des trucs comme ça, des choses qui te permettent de valider le film et de pouvoir l'aider dans son financement. Et donc c'est toujours le grand les choix cornéliens avec ton équipe, parce que il y a de moins en moins de films qui se font en France quand c'est des films parce que on va voyager. Moi j'ai dû tourner avec une équipe quasiment entièrement sud-africaine. Le vol des cigognes, par exemple, tu vois. Et j'ai eu la chance pour Chanel et Stravinsky de tourner en France, donc pour mes derniers films d'être en France. Donc là, j'avais toute mon équipe. On se pose pas de questions et voilà. Après, les choix, ils sont différents en fonction des films pour certains postes. Parce que, en fait, pour moi, j'ai un peu deux parties où j'aime bien travailler avec les mêmes personnes et je le fais depuis des années, voire pour certains depuis les débuts, les sociétés d'effets visuels, MacGuff. Moi, j'aurais pas fait le film si c'était pas MacGuff qui avait fait les effets visuels. Je l'ai dit en production, je dis voilà, moi j'ai besoin en équipe, j'ai besoin d'avoir la post-prod en France. Ah non, mais non, sinon je le fais pas parce que je sais que ça va être un tourment absolu. Et puis après, dans mes techniciens, j'aimerais amener la script parce que c'est ton bras droit, mon assistant réalisateur parce que il te connaît, on se connaît, donc quand il me dit on va pouvoir faire ça, je lui fais confiance. Et quand je lui dis t'inquiète pas, je le ferai comme ça, il me fait confiance. Et ça, on est des artisans, cette confiance, elle s'établit par validation au cours d'années. Et donc, on va beaucoup plus vite. Avec MacGuff, parfois, ils vont me dire, ah non, mais Yann, ce plan, on peut pas le faire comme ça, tu peux pas trouver une autre façon, il va coûter en hors budget. Faisons-le comme ça, je trouverai une simplification dans la deuxième partie, parce que celui-là, il est vraiment bien. D'accord, parce qu'on l'a déjà fait. Ouais. Parce que d'accord. Parfois, au début, s'engager la première fois, et j'ai dit, faites-moi confiance. Donc, c'est une question de confiance. Et on se parle, on se connaît, donc on sait en regardant quelqu'un, tu sais quand il est inquiet, il n'a pas besoin de te le dire. Tu vois? Donc,
ça te permet d'aller beaucoup plus vite, d'être plus efficace et d'être plus dans le tempo de ton film. Et après, créativement, moi, j'aime travailler. Alors, chef déco, tu peux pas l'amener partout, mais disons en France, je travaille souvent avec même équipe costume, déco, montage, son, mixage, effets visuels, assistant, bruit, enfin voilà, après presque toute l'équipe. Et je peux changer sur le chef opérateur parce que je connais bien la caméra, donc ça c'est un département où je peux changer. Parce que j'ai pas de problème à changer de chef-op, d'avoir quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé, comme c'est le cas avec Christophe Nuyens, qui a fait Andorre. Je l'ai pris parce qu'il avait fait Andorre pour Disney, qui n'était pas sorti encore, mais le mec qui a fait Andorre, il s'y connaît en fond bleu. Et à côté de ça, il avait fait Infinity avec les frères Poirot, avec Thierry Poirot, pardon, qui était une série sur Canal, qui était magnifique, qu'il a tourné vraiment à l'arrache en Ouzbékistan, et c'est très beau. Donc il est capable de faire du rapide, et du très très lourd avec Andorre. Ceux qui ont vu Andorre, c'est compliqué à éclairer. Et nous, on avait ces problématiques. Et voilà, donc je l'ai pris lui. Puis souvent, les chefs-op, ils font beaucoup de films, les chefs-op très demandés. Et donc, ils sont pas libres. Donc, on doit. Ouais. Moi, j'ai trouvé le chef-op. J'avais un autre chef-op au départ, parce que c'est celui avec qui je travaillais beaucoup. J'ai fait 99 francs Chanel Stravinsky, c'est David Gungaro. Puis d'un coup, il était plus libre, parce qu'il partait sur un gros truc anglo-saxon. Et j'avais commencé ma préparation, donc il a fallu. Là, tu as un petit coup de vertige parce que ça repose beaucoup sur la photographie, comment on va faire le film, tu vois. Voilà. Donc voilà comment je fais. Puis parfois, mais aujourd'hui, je dirais si je pars faire un film à l'étranger, que ce soit la Belgique ou n'importe où, j'essaierai quand même. Je me renseigne dans les pays parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de bons chefs opérateurs, tu as beaucoup de bons techniciens dans les pays. Mais dans certains, il y a des métiers qui n'ont pas le savoir-faire. Et nous, on a le savoir-faire en France, en son, prise de son direct, mieux que les anglo-saxons. Je l'ai vu ça sur des films en anglais que j'ai fait. J'ai vu que les anglo-saxons, en fait, ils post-synchronisent beaucoup. Et ils ont pas ils ont pas le savoir-faire. Nous, on a fait beaucoup de films en direct avec la nouvelle vague et tout. On a un savoir-faire de prise de son direct qui est très, 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 très bonne. Et donc, je prends toujours l'ingénieur du son plateau, parce que j'aime pas faire de la post-synchro. J'essaie d'éviter. Je prends la script, parce que la script, c'est une école française. C'est bien mieux que les anglo-saxons. Et puis après, voilà, après, je compose avec ce qu'on me donne. Mais là, j'avais quand même une bonne partie de gens que je connaissais. Ma chef décoratrice, donc Marianne Sumoni, ma script, un assistant, ma gueuf, les effets visuels. Et à partir de là, il y avait quelques techniciens dans l'équipe. Après, j'ai récupéré l'équipe caméra belge de Christophe Nuyens. Le motion control, c'est lui qui a trouvé le chef opérateur. Et voilà. Et après, c'est des gens à qui je travaillais pour la première fois. Mais mes chefs de poste. Et après, toute la post-prod, c'est des gens que je connaissais. Ma monteuse, j'ai fait 10, 15 ans. Et il y a un poste qui me fascine toujours parce que suivant les films et suivant les réalisateurs et suivant les producteurs et tout ça, c'est parfois ça va tout seul et parfois c'est source de conflit, c'est la musique. Alors la musique, moi je procède comme ça. Parce que peut-être il y a des gens qui font du cinoche ou des écoles de cinoche et tout, donc c'est toujours bien de donner ces tips un peu. Qui font des films. Moi je procède. Chacun, en fait, tout le monde a sa méthode parce que voilà, chacun va avoir un chemin, il va avoir des choses qui marchent. Et c'est que l'expérience qui fait que petit à petit, vous dites ça, mieux marcher comme ça, faut se tromper. Et en vous trompant, vous affinez, vous avancez. Donc moi, pour la musique, ma façon de procéder, c'est m'inspirer parfois avec des musiques que je ne mettrai certainement pas, ou peut-être dans l'écriture, mais en tâche de fond. Je essaie de me souvenir des fois ce que j'écoute et qui m'inspire. Après, je peux poser un concept un peu sur le film et chercher un musicien pour le faire. Je travaille plusieurs fois avec les mêmes musiciens, puis là, je suis plus ouvert à me dire, tiens, si la musique devrait être dans ce style, vers qui aller? Et après, quand on monte, on n'a pas de musique. Enfin, moi, j'ai rarement eu des scores au début du montage. Là, surtout, on a fait une prévisualisation, c'est-à-dire 1h10 de film comme un dessin animé. Pour qu'on comprenne comment on allait faire et pouvoir regarder les plans, les budgéter, faire l'ergonomie de chaque plan. Il y a vraiment un plan de 15 secondes où vous allez voir comme ça, où
laissez votre tête à côté, ben, ça a été étudié, ça a pris du temps. On sait qu'il vaut 32 000 euros de post-production, ce plan-là de 5 secondes, parce que en fait, il va falloir mettre... Voilà. Donc, il faut une prévise pour ça. Mais la prévise, il faut qu'elle convainc aussi l'acteur et le producteur. Donc, j'ai fait 1h10 de petits dessins animés en 3D, et j'ai mis de la musique. Alors moi, j'ai mis Interstellar, ou j'ai mis des choses comme ça. J'ai mis des musiques qui n'étaient pas du tout les musiques forcément que j'aurais dans les films, mais qui poussaient les émotions. Dire là, il y a ce type d'émotion. Et c'est rigolo parce que Interstellar, ça marchait très très bien. Bon, la musique est super, hein, elle est incroyable. Ouais. Mais ça marchait bien parce que c'est la même histoire. C'est un mec qui est perdu et qui a perdu sa fille et qui essaie de communiquer. En tout cas, une partie de l'histoire. Et c'est ça qui est beau avec la musique. C'est d'un coup, il y a une émotion très précise dans une musique avec un film qui raconte en fait la même histoire. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas choisi le musicien. J'ai pas choisi le musicien parce que j'étais quand même un petit peu serré budgétairement par le projet. On était au plan prêt. Voilà. Il y a beaucoup d'argent pour faire le film. Dans le cinéma, c'est un film cher. Mais dans le rendu, il est 20% en dessous du prix qui devrait être parce qu'on a dû trouver des choses parce qu'il en coûtait presque 7 ou 8 millions de plus si on voulait le faire juste bien. Donc il fallait trouver des idées pour que ça coûte moins cher. Et donc comme j'avais cette petite chose qui tournait dans ma tête, que je devais avoir ce regard-là vraiment pendant le film, je me suis pas posé de questions sur le musicien. Je me suis pas dit bon alors on va chercher une star de la musique. Non, je me suis dit je verrai, on verra ça. Je vais trouver un jeune musicien qui est bien, je vais traquer. Je voulais par exemple que dans la fin de la cave, de plus en plus, il n'y ait pas du tout d'orchestre, mais que tu vois, presque des trompes tibétaines. On rentre dans l'ancestral avec la musique. Tu vois, moi j'avais une vision de ce type. Et puis Jean, il voulait que je rencontre Desplat. Il adore Desplat et tout. Moi, je l'admire comme musicien et j'adore ce qu'il fait justement dans les films un peu frontières avec Guillermo del Toro ou dans les films. Et puis ouais, il fait des très très belles bandes son. Et donc il vient me voir sur le tournage. Donc il vient en Belgique pendant que je tourne. Mais moi, je n'étais pas pour le prendre parce que je savais que ça allait être plus cher. Cet argent, on allait me le prendre ailleurs, quoi. Et il avait lu le script et là, on commence à discuter. Je me dis, il a parfaitement compris le film. C'est lui qui parle. Et il me dit, tu vois, je vois ça. Il a parfaitement compris le film. Alors moi, je lui ai dit, je me suis dit, punaise, ça c'est bien comme retour de musicien. J'ai pas ça forcément, c'est très musical. Là, il parle que du film, de ce qu'est le film. Et je me dis, ah, quand même, là, il me convainc. Alors je lui dis, écoute, moi c'est simple, c'est pas trop un film où j'aimerais qu'il y ait du piano, ou trop de cordes, ou de choses comme ça. Tu vois, je lui raconte un peu mon concept de musique. Oui, d'accord. Il sourit et tout. Alors il avait écouté la musique avec d'autres musiques que les siennes, sauf 2 ou 3 morceaux, parce qu'on traque souvent dans les trucs avec Desplat, parce que c'est quand même, ça marche bien. Et puis on se dit bye bye. Là, le producteur l'engage. Moi, je lui dis attention, hein. Moi, je veux bien. C'est pas une demande. Je veux bien que ce soit Alexandre Desplat, mais ne m'enlève rien là sur les effets visuels, sinon on va avoir une super musique et un truc qui marche pas. Hein. Non. Bon, au final, on a dû se débrouiller quand même un peu, voilà. Mais le truc qui était intéressant, c'est que j'ai eu une relation nouvelle avec un compositeur. Pourquoi ? Parce que il a commencé à faire des choses dans son studio à Paris. Puis il avait le montage, puisqu'on a monté très vite. Le film était fini d'être tourné, il y avait déjà un montage, donc il pouvait commencer à travailler. Et je m'assois, et il avait vu le tracking. On a mis de la musique à des endroits, d'autres pas. Bon, alors bien sûr, il y a des évidences où il y a de la musique. Mais en fait, je m'assois, et ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé directement. Dès le début, mais j'ai dit, punaise, que ça marche bien. Et puis, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est une scène. Ça, si vous l'avez vu, mais si vous voyez le film, vous le voyez. Il descend à la cave, à un moment, avec sa fille, dans le début du film. C'est quand même un film un peu tendu, c'est censé être tendu et tout. Et là, il y a une musique presque comme un conte. Une petite ritournelle. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que mais qu'est-ce que c'est que cette musique-là? On n'est pas dans... Et quand j'ai entendu cette musique, j'ai dit, non, oui. C'est un conte, ce film.
Je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui rétrécit. Et en fait, j'ai vu qu'il avait mis un regard qui adoucissait le film dans une belle façon. Il a mis un regard de conte et la musique devenait la voix off du film, des émotions que traverse le personnage. Et j'ai dit, ben moi je voyais pas de musique là, mais en fait c'est super. Et on a commencé à travailler comme ça. Après il y a des musiques que j'ai enlevées, que j'ai déplacées, des musiques que j'ai proposées qui changent, mais il a dit je vois rien d'autre, donc j'ai enlevé. Mais sinon c'était un moment merveilleux parce que je m'asseyais pour voir le regard d'un autre sur mon film. Et il fallait juste que je me fasse pas avoir par la qualité de la musique. Et il y en a beaucoup. D'habitude, je mets moins de musique dans les films. Hein. Ouais. Mais là, j'en ai mis beaucoup, pas parce qu'elle est bien, parce que c'est cette mélopée intérieure du personnage et que je trouvais que ça amenait ce côté conte et que ça adoucissait le film et ça le ramenait dans le connu. C'est un film un peu bizarre pour les gens. Hein. Le public qui va voir, ah tiens, je vais voir Jean du Jardin dans L'homme qui rétrécit, ça va être super. C'est un peu Chéri, j'ai rétréci. Il va se prendre quand même une claque. C'est un film beaucoup plus étrange. Mais la musique, dans toute cette étrangeté, la musique, elle t'amène quelque chose de l'ordre du connu, de l'orchestral. Il y a du violon, il y a du piano, il y a tout ce que je voulais pas. Et je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est mon chemin vers le public. C'est en partie la musique d'Alessandro Desplat et dans une dimension plus classique, tu vois, parce que sans sa musique, la version en tracké, ça aurait été encore plus tu vois, rentre dedans. Et notre film, il a pas le budget de Sirat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as des comptes à rendre, on va dire. Alors donc, c'est on marrant. peut pas être expérimental. Ouais, c'est très marrant parce que ce qu'il me dit maintenant, je le perçois. Mais comme la musique, c'est l'art premier, celui qui vous parle au cœur, oui, en premier, le plus directement. Ce qu'il me dit, je me dis, ah ouais, j'avais pas remarqué, mais j'ai ressenti. C'est ça qui est formidable dans la musique, c'est elle peut vraiment changer un film, mais de manière tellement subtile qu'on le remarque pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un film, on va dire, assez grandiose. C'est un film avec un sujet assez grandiose. Et pourtant, il y a une dose de familier dedans, une dose de possible, une dose où on peut être dans le film, on peut rentrer dedans, on ne les regarde pas seulement, on est avec eux. Et maintenant, je me dis que oui, cet ensemble entre une équipe qui existe déjà, sa complicité avec Jean et même avec Goldman, sa complicité avec son équipe habituelle, c'est l'espèce d'apport de la musique où quelque part il t'a apporté quelque chose que tu n'attendais pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, la chose, alors ça, c'est peut-être en avançant dans l'âge, hein, c'est cette notion de volonté, tu vois, c'est-à-dire tu as genre une vision ou un truc, ça doit être comme ça. Et petit à petit, je trouve quand on fait ce job, on se rend compte que c'est pas ça vraiment. T'es plus un chef d'orchestre. T'es plus le gardien du film, qui est une œuvre dont tu prends l'essence de l'œuvre. Ce que tu dois préserver, c'est l'essence. C'est l'essence du roman. Je pense qu'elle est vraiment préservée du film parce que il y a quand même cette dimension métaphysique avec la fin. Enfin, c'est ce même voyage. Tu prends l'essence et après cet esprit de film, cette essence qui tourne autour de toi, tu es celui qui doit juste protéger ça. Mais pas toi, ta vision. Ce que te dit le corps, ce que te dit l'inspiration. Donc tu es juste dans cette écoute, en accord. Et si d'un coup tu vois quelque chose que t'as pas imaginé, c'est pas, mais j'ai pas imaginé, je voulais pas ça, c'est pas ça. Ça c'est quand t'es plus jeune, quand tu fais le Doberman, t'es plus comme ça. Mais ça c'est plus se dire, ok, je check. Ah bah oui, je vois les choses positives. Oui, je suis au service du film. Tu vois, c'est cette idée d'être au service de l'œuvre en fait. C'est pas ton œuvre, c'est au service de l'œuvre et c'est un travail collectif, c'est pas le tien uniquement. Et ça c'était très, et puis c'est très agréable quand tu découvres donc une facette ou une dimension que te met la musique sur le film, parce que avec ce film, franchement, on pourrait même faire un exercice avec l'IA, bientôt c'est impossible. Tu prends le même film et puis tu mets une bande son un peu comme le bunker de dernière rafale, ou tu vois un peu plus expérimental, techno, ou qui est atmosphérique, parce que moi j'ai ces versions, j'ai fait aussi que le montage son, je l'ai regardé sec le film.
Et besoin quand même d'un peu de douceur pour avoir et après c'est ce que tu veux transmettre, hein, c'est ce que je voulais transmettre aussi, parce que c'est un film dur, c'est quand même un film sur la mort, sur la maladie, le vieillissement. C'est ça le sujet du film, c'est quoi faire avec, observer ça, la pulsion de vie qui continue d'être là, et d'aller vers l'acceptation et la transcender peut-être. Hein, c'est ça le sujet. T'as quel âge maintenant? 42 61. Ça, c'est un truc qui me fascine. C'est que la plupart des metteurs en scène qui durent, bon, il y en a hélas, ils ne durent pas. Presque tous ceux que j'ai bien connus, qui étaient souvent, ça c'est mystérieux, des anglo-saxons, ceux que j'ai le mieux connus, étaient avec le temps de plus en plus tolérants envers les accidents heureux non prévus. Je pense que le jeune con très brillant qui a fait le Doberman, il aurait peut-être pas voulu faire certains trucs en disant mais je vois ça comme ça, parce que quand on est jeune, on est forcé de se défendre tout le temps. Donc on veut des trucs et on les obtient. Mais je pense dans le Doberman, il y a une certaine liberté de certains acteurs quand même. Mais tu me donnes l'impression de tous ces metteurs en scène qui arrivent à durer et qui, oui, acceptent, d'abord ne sont plus là pour faire joli, ils vont plus à l'essentiel, joli pour joli, hein, et d'autre part acceptent des apports extérieurs, pas forcément machin, tout comme on accepte dans la vie ces apports extérieurs et ces incidents extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tolérance. Attention, c'est une tolérance. C'est pas la tolérance, il y a des maisons pour ça de Claudel, hein. C'est une tolérance envers des heureux accidents, alors que quand on est jeune, on se protège, on est peut-être plus dirigiste. Et c'est tout ce que tu cherches en fait, les heureux accidents. Ce que tu comprends, je pense avec le temps, c'est puis voilà. Après, tu peux être l'arbre, le chêne, on va dire, dans ta détermination, mais et dans le cinéma, il y a des grosses tempêtes. Puis même avec le changement climatique, ça va même augmenter leur fréquence. Il vaut mieux être le roseau, tu vois, c'est-à-dire faire attention. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des choses. Moi, je suis le chêne. Hein, sur le film, je me suis battu sur des choses de manière. Je dis non. Et pendant des mois, ça sera comme ça. Et le téléphone ressonnait, la porte soit non, ça sera comme ça. Sinon, mais c'est des points essentiels. Tout le reste, c'est un travail collectif. Et tout le reste, c'est en fait le metteur en scène pour moi. Et je crois que quand on fait de la mise en scène de cinéma ou on tourne des images ou on fait du théâtre, enfin tout ce qui est de cet ordre, et même le faire en dessin, c'est moins possible, mais c'est cette notion de, pour moi, le metteur en scène, avant, il fait son travail, mais il commence à travailler réellement. Là où on demande le savoir-faire d'un metteur en scène, c'est quand on peut pas faire la scène telle qu'elle a été prévue. Ah, alors là, d'un coup, tu fais ah ok. Et alors tu fais ah non. Au début, tu fais quoi, tu vois, tu as ton monde qui s'effondre. Il faut transformer ce sentiment d'effondrement en sentiment de défi, de dire ok, si le mouvement du monde m'empêche de faire cette scène de cette manière-là, c'est qu'il y a une meilleure manière de le faire. Ou il y a une autre manière de le faire qui sera plus originale. Et ça, c'est une chose assez importante, c'est-à-dire que qui se décline même à plein d'autres étapes du film. En fait, on a tous un imaginaire, on a un imaginaire collectif. Et moi, j'ai une main dans un bout de mon esprit, comme le tien, comme nous tous, dans ce collectif. J'ai un autre bout d'esprit qui est dans mon imaginaire à moi, qui est déjà une digestion de ce collectif et de mes expériences. Donc c'est là que je vais puiser ou me faire traverser par les idées. Et puis ça arrive toujours dans des espaces un peu du connu quand même. Parce que forcément, voilà. Et à un moment donné, il y a l'univers, le monde qui te dit non, bah, tu vois, ta scène en plein soleil, tu peux pas la faire. Il devait marcher sur le loin. Non, il va pleuvoir à des cordes, mais il faut tourner là. T'as 150 techniciens, ça coûte 196 000 € la journée. Donc là, voilà, c'est juste, voilà. Ou des choses même plus compliquées que tu ne peux pas faire. Et donc là, tu te dis, bah oui, peut-être ma scène, je l'ai imaginée, elle a sa place dans le film, mais je l'ai pas questionné son originalité. Donc maintenant, où je vais faire cette scène? Et tu vas même te déplacer dans le plateau et tu vas te dire où je vais trouver l'endroit ou le décor qui va être qu'elle est originale.
Et ça, je l'ai appris par des histoires de cinéma. Parce que Orson Welles, quand il a fait Othello, il y a une scène du meurtre de Iago dans Othello où ils sont dans des bains turcs en serviettes et ils se poursuivent qui est incroyable, mais parce qu'ils n'avaient pas les costumes. Et toi, t'es étudiant en cinéma, tu vois ça, tu te dis, voilà, ça c'est ça le métier de metteur en scène. Ouais. C'est ça. Et après, quand tu vas avoir, quand des idées vont venir ou des décors, tu fais chercher plus large. Et moi, quand je fais même un repérage parfois sur un décor, il m'arrive souvent d'être alerte parce que c'est souvent des zones, tu vois, pour loger l'équipe, tout ça. Je suis alerte parce qu'il y a peut-être un décor qui est pas du tout dans le script, mais que si je le amènerait quelque chose de particulier. Donc, tu es alerte avant de visiter le décor que tu vas visiter, que tu as choisi sur photo. Tu regardes bien comment est l'endroit, parce que tu sais que tu vas aller à cet endroit, donc tu pourras aller peut-être à côté, tu vois, voilà. Voilà pour c'était ça, hein, ta question. Voilà, non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. J'allais dire que le thème ici, ça tombait bien parce que c'est voyage. Bon, c'est un voyage. C'est un voyage vers ailleurs. C'est un pari qui m'intéresse. En dehors du film et d'Yann, ou plutôt avec le film et avec Yann, c'est comment on va accueillir un film français de science-fiction. Moi, je suis pas très inquiet, mais on sait jamais. Comment le reste du monde, je pense aux Américains qui respectent à la fois un peu Yann et beaucoup du Jardin, vont accueillir le film parce qu'ils attendent pas ça de français. Quoique ces temps-ci, ça a un peu évolué. Je suis très curieux parce que je trouve qu'on ouvre une porte. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu depuis longtemps un gros film avec deux grosses vedettes qui allaient vers ce chemin de la science-fiction. Et moi, personnellement, le film me passionne parce qu'il ouvre les portes sur d'autres films possibles où on sortirait de l'histoire de je vais de ma chambre à la cuisine, ma femme n'est pas rentrée, je réchauffe la pizza. Là, on est un peu dans l'opposé. C'est un film grandiose pour moi, c'est un film de voyage, c'est un film... personnellement, il m'a poursuivi, quoi, voilà. Et j'en ai vu beaucoup des films, donc maintenant pour me poursuivre, hein, c'est pas facile. En tout cas, vous verrez si vous l'avez vu, vous le savez déjà, mais si vous l'avez pas vu, vous pouvez remercier Yann parce que je pense que sans Goldman, sans Dujardin qui a pensé à lui, sans la complicité de Caroline Zofran, on n'aurait pas eu cet ovni qui est depuis, je crois, au niveau budget, La Menace, film franco-anglais avec Lino Ventura qui a coûté une fortune et qui a pas marché d'ailleurs. Non, bah, ne sors pas cet exemple alors. Voilà. Titanic, non Voilà. Non. Mais qui était un bon film, mais personne voulait voir Lino dans un truc bizarroïde. Ouais, bon, ben, oui, mais là, Dujardin, moi, il m'a bluffé. Parce que quand j'ai vu au début avec la tête qui s'est faite, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, j'ai vu un mec qui partait pour un grand voyage. Parce que la tête un peu burinée qu'il a, sa manière d'occuper l'espace, il est immense, me semble-t-il. Je me dis, oh là là, les ennuis commencent. Il est prêt à tout, il est fort, il est maître des éléments. Merde, les ennuis commencent pour lui. Et moi, je te dis merci Yann. Et ceux qui ont vu le film, bah, ils peuvent lui dire merci, mais s'ils ont envie. Et ceux qui l'ont pas vu, bah, qu'ils aillent le voir parce que c'est une porte qui s'ouvre là. Hein. La porte vers un vrai cinéma grand public, pas cinéma de genre, un vrai cinéma grand public qui est, si on veut, de la science-fiction, qui on veut, et peut-être juste quelque chose qui nous parle de plus grand et de plus petit que nous, donc de l'essentiel, de l'âme quelque part, et puis des chats, voilà. Et merci Yann, voilà. Merci.